Vous écoutez Arte Radio. Paris, place Dauphine, 29 juin 2022. 6 ans et demi après les attentats du 13 novembre 2015. Il est 17h. Les gendarmes viennent d'ouvrir les barrières Vauban derrière lesquelles, depuis des heures et sous un soleil de plomb, s'agglutinent les médias. C'est la foire d'Empoigne à qui s'assurera une place pour le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015. Il a commencé 10 mois plus tôt. On est là pour juger les personnes accusées d'être en lien avec l'attaque du Stade de France, des Terrasses et du Bataclan. Je m'appelle Aurore Juvenel et jusqu'à V13, c'est comme ça qu'on appelle ce procès dans le jargon, je n'avais jamais mis les pieds dans un procès d'assises. Le procès du 13 novembre, sur écoute. Un documentaire de Aurore Juvenel et Mathilde Sergent-Mirbeau. Réalisé par Charlie Marcelet. Premier épisode. Dédale à V13. Moi, j'étais là pour les archives nationales. Je devais retranscrire le contenu des audiences pour l'histoire. Bonjour. Archives nationales, recherche, et c'est non nominatif, mais c'est moi. Oui, bien fait. Merci. Pour rentrer dans le palais, on n'en finit jamais d'arriver. Bonjour. La zone est hyper sécurisée. On emprunte un couloir de barrière réservé aux avocats et à la presse, qui longe un autre couloir réservé aux parties civiles. Alors, partie civile. Une personne qui s'estime victime d'une infraction et intervient dans la procédure pénale pour demander la réparation de son préjudice. Bon, pour faire court, ce sont les victimes reconnues. Merci. J'avais pas vu. Le gendarme vient de m'indiquer une machine à rayon X disponible pour que je fasse contrôler mes affaires. Et moi, j'aime bien faire passer mon enregistreur dans la machine. Pendant ce temps, je passe sous le portique de sécurité. À l'usage, j'ai découvert que certains sont hypersensibles. Je trouve ça touchant. On n'en finit jamais d'arriver. En attendant, je vais vous expliquer ce que je faisais pour les archives nationales. J'étais missionnée pour faire une synthèse par écrit de ce qui se passait à l'audience. Grosso modo, ça donne ça. Jeudi 16 septembre 2021, début de l'audience à 12h54. Rappel par le président que le port du masque est obligatoire pour tout le monde. 12h57, nouvelle constitution de partie civile. 13h02, audition du témoin, chef de groupe à la brigade anticriminelle de Paris, en charge du secteur du Stade de France, le soir des attentats. L'enquêteur expose de façon circonstanciée, minute par minute, le déroulé des faits. Il s'aide de différents types de supports, plans, photos, photos panoramiques. Constatation policière relative aux dommages et au corps des kamikazes sur les 3 lieux d'explosion. Ça, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Ce sont les informations qui vont guider les chercheurs du futur dans les centaines d'heures des archives audiovisuelles du procès. Parce qu'il était filmé, en vertu de la loi Badinter de 1985, comme le furent les procès de Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon et d'autres. Je devais tout faire rentrer dans des cases. J'écoutais, je synthétisais, je reformulais en continu ce qui se passait à l'audience. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, je suis devenue complètement monomaniaque. Et quand je n'étais pas derrière mon ordinateur, je mettais à profit mes temps de pause pour capter ce que les archives historiques ne disaient pas de cette expérience judiciaire. Il y a toujours eu une atmosphère dans ce palais avec tous les... Chidéar Babi, avocate.
C'est quand même l'endroit où Pétain a été jugé. Enfin, tu le sais mieux que moi. Dans la première chambre de la cour d'appel, c'est le procès Pétain-Laval. La salle de retransmission où je suis, à côté des criers, c'est tous les tribunaux révolutionnaires. Donc c'est toute cette atmosphère. Et même la salle des pas perdus, où en général, il n'y a personne. Où justement, on fait des pas pour répéter notre plaidoirie éventuellement. On n'en finit jamais d'arriver. Pourtant, on arrive invariablement au sanctuaire. Ce qu'on appelle le sanctuaire, c'est le lieu qui réunit la salle d'audience, les salles de retransmission pour les avocats et la presse, ainsi qu'une salle de repos pour les parties civiles. Et la place publique, là au milieu, c'est la salle des pas perdus. Aujourd'hui, elle est calme. Enfin, calme. Vous l'entendez là, ce petit son aigu ? Il y a quand même tout un tas d'appareils électroniques qui buzzent. Même là, maintenant, si je me tais, il y a une espèce de bruit de fond qui sont en fait les discussions entre avocats, entre journalistes, entre gendarmes. Et c'est assez beau en fait. David Fritz Göppinger, partie civile. La salle des pas perdus, c'est devenu un village, quoi. Et c'est ça. Là, on croirait être dans une rue, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la salle des pas perdus. Ancio Ebersolt, avocat. C'est magique, c'est un hall de gare en plein Paris, complètement inutilisé. C'est à l'époque où on avait beaucoup de place dans Paris, mais je trouve ça magnifique. C'est une très belle salle. La salle des pas perdus, c'est la salle dans laquelle on attend les délibérés, où on tourne en rond. Là, aujourd'hui, il y a un calme qu'il n'y avait pas la semaine dernière, par exemple. Et c'est fou parce que voilà, la semaine dernière, c'était blindé. Il y avait plein de journalistes partout. Il y avait plein de gens partout, plein de PC et tout. Et là, on est de nouveau seul. Et c'est ça qui est bizarre dans ce procès. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de procès parallèle. C'est qu'il y a vraiment des moments d'actualité qui ne sont pas les nôtres, en fait. Qui sont ni les tiens ni les miens, d'ailleurs. On a d'autres attentes, on recherche d'autres choses, en fait. Si l'audience, c'est le cœur du procès, la salle des pas perdus est son poumon, sa chambre de résonance. Elle est une sorte de purgatoire, une zone hybride, une médiation entre le présent d'ici et le présent communément admis dehors. 2015, 2021 et la postérité s'y jauge, séparés par un cordon de sécurité qui contient la presse. Mais quand je demande aux gens de me parler d'un endroit ou d'un son qu'ils associent au procès, souvent, ce qu'on me répond, c'est... La machine à café. La machine à café. La machine à café. Comment elle dit veuillez patienter. Veuillez patienter. Faites votre choix. Merci. Un lieu où on décompresse. Guina da Silva, avocate de partie civile. Un lieu où on échange, un lieu où finalement, victimes, avocats, enfin tout le monde se rencontre. Il y en avait qu'une. Et donc, on était tous là, à la suspension, à se demander si on allait avoir le temps juste de prendre un café. Martin Vett, avocat de Salah Abdeslam, seul survivant du commando des attentats. Évidemment, on croise, là c'est le moment où justement on sort de la bulle et on est au milieu des journalistes, des confrères, des victimes. C'est un moment de brassage où on fait la queue, on est devant, derrière des personnes qui se retournent, qui nous reconnaissent, qui nous parlent. C'est des moments d'échange avec les victimes. J'ai des souvenirs, j'ai des petites discussions, des moments très fugaces avec des victimes, mais où on appréhende toujours un petit peu quels vont être leurs propos, leurs réactions. Et puis finalement, il y a des choses très fortes qui nous sont dites à ce moment-là. Ça tient en quelques mots. On est ensemble dans un même espace, c'est-à-dire que le procès nous place dans un espace unifié par une loi commune. Sandrine Lefranc, sociologue. Et donc, elle rappelle cette justice que vous êtes tous soumis à une loi commune. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a de la verticalité, il y a aussi cette horizontalité autour de la machine à café, dans les couloirs, dans les files d'attente pour entrer dans le tribunal. Et c'est toujours désopilant d'être
à côté de celui dont on sait qu'il est membre de la famille d'un accusé, ou de saisir et même parfois de provoquer les rires des parties civiles qui, pourtant, la veille ou demain, auront à déposer leur souffrance sous le format convenu. Voilà, qu'avez-vous subi, qu'est-ce qu'il en reste, etc. Donc en fait, on apprend quand on vit dans le tribunal, et 10 mois, ça a été assez long, on se rappelle tous les jours qu'on est complètement pluriel, éclaté, et que par exemple, cette partition monolithique du trauma, elle tient pas la route. Elle tient pas la route parce que personne n'est jamais que trauma, ou personne n'est jamais que colère, ou personne n'est jamais que haine terroriste. Donc c'est intéressant de voir ça très concrètement dans la cohabitation longue, souvent, parce qu'il y avait beaucoup de monde devant la machine à café, dans la cohabitation autour de ça, et dans les mots qu'on échange sans tout à fait vouloir les échanger, parce qu'on n'a pas le choix, un peu comme à la boulangerie ou à la pharmacie, en fait. Ça réintroduit cet ordre social-là. En vérité, moi, la machine à café, je m'en tamponnais un peu. Déjà, j'aime pas le café. En plus, fallait poireauter des plombes. Et j'avais pas le temps. À peine suis d'aller sur les marches, côté boulevard du Palais, m'en grillait une. Et j'étais pas la seule. Le principal défaut des marches, c'est qu'elles te font sortir de la zone sécurisée. Alors, pour revenir à l'audience, il faut refaire tout le tour du palais avec 2 sessions successives de machines à rayons X, etc. Sauf que, comme je vous le disais, j'avais pas beaucoup de temps. Parce que pour ma mission aux Archives nationales, je ne pouvais pas louper une seule minute d'audience. Mais depuis ma place, face aux écrans, j'ai bien vu le décalage entre la trace qui allait rester pour l'histoire et ce qu'on était en train de vivre collectivement. Alors j'ai pris mon micro. Mais comme il était interdit d'enregistrer dans la salle d'audience, j'ai enregistré partout ailleurs. Et je suis allée à la rencontre de ceux qui participaient au procès. Sur les bancs, à côté de moi, il y avait des chercheurs qui se posaient un peu les mêmes questions. J'ai donc rejoint le collectif de recherche Prométhée pour procès, mémoire, terrorisme. Le récit que je vous propose, c'est le fruit de cette rencontre entre les sciences sociales et l'expérience sensible. Une odeur. Le bois. Alors qu'est-ce qu'elle a, cette odeur? L'odeur du boulot plaqué de la salle d'audience. Enfin, elle a une odeur particulière par rapport aux autres salles d'audience dans lesquelles j'ai pu exercer. Sophie Béhanzin, avocate de partie civile. Dans les autres salles d'audience, en fait, il n'y a pas d'odeur. À mon sens, ou en tout cas, je la sens pas. Mais dans cette salle d'audience, ça sent l'essence de boulot, quoi. Vraiment, et c'est quelque chose que je ressens à chaque fois que je rentre dans la salle d'audience. Que je dirais, ouais, l'odeur du boulot plaqué. Ça sent le neuf, et je me souviens, c'est une impression qui Martin Vett, avocat de Salah Abdeslam. Ça peut paraître un peu idiot, mais je me suis dit, voilà, c'est un lieu qui est totalement vierge, qu'on a construit exprès pour ce procès, qui a déjà une histoire tellement longue. Moi, je me suis un peu identifié à cette salle d'audience parce que j'étais aussi assez neuf, finalement. J'étais tout jeune, avec très peu d'expérience aux assises. Et c'est vrai que, voilà, on a l'impression de sortir de cette expérience en ayant porté sur nos épaules un poids humain très, très fort. Il y a une odeur qu'on n'a pas sentie, mais qui était diffuse tout au long du procès. C'est l'odeur du mélange de la poudre et du sang. Claire Josserand-Schmitt, avocate de partie civile. Qui a été décrite par maintes et maintes victimes. Cette odeur d'ailleurs dégueulasse de mélange de chair et de ferraille, de sang et de poudre. En fait, on ne sait pas à quoi ça ressemble. On a une idée de l'odeur du sang, on a une idée de l'odeur de la poudre, mais on n'a pas une idée du mélange des deux. Et en fait, rien ne marque plus la mémoire que ce qu'on perçoit nous directement avec nos sens. Je pouvais pas vous préserver éternellement. Voilà, maintenant nous y sommes dans cette salle de procès et l'audience va bientôt commencer. Tout le monde est en train d'arriver. Mais là, vous n'entendez rien. Vos oreilles sont sourdes alors qu'il y a plein de bruit. On est déjà dans une atmosphère de bruit.
Antoine Mégy, enseignant-chercheur en sciences politiques. C'est le moment où on s'assoit, on prend nos affaires, on entend les avocats parler, on entend tout ce bruit-là. Il y a d'abord l'arrivée des 3 accusés qui sont libres. Stéphane Maugendre, avocat de partie civile. Entourés par des gendarmes, etc., pour qu'ils s'assoient à leur place. Donc eux, ils sont pas dans le box. Tout le monde se dit bonjour, hein, il y a un peu un brouhaha qui... Dans toute cette salle, les gens vont des uns aux autres, on se salue. Moi, je vais saluer des 2 côtés, parce que voilà, c'est ça la confraternité. Hein. Et puis, petit à petit, les accusés montent du box, avec 3 gendarmes autour d'eux. Et il y a les avocats généraux, dont j'ai pas décrit la place, mais qui est pratiquement au niveau de la cour. Et puis, tout d'un coup, il y a une sonnette. Qui ressemble pour moi, ça me renvoie automatiquement à l'école. Cette sonnerie, quand elle retentit le premier jour, ça y est quoi, on y va. Ce bruit-là, il est quand même extrêmement important parce qu'il nous fiche, parce qu'il nous oblige à suivre un protocole, on se lève, on doit attendre. La cour rentre avec lui d'abord. Lui, c'est le président de la cour. Il se met derrière sa chaise, il attend que toute sa cour soit là, il regarde à droite, à gauche, une fois que tout le monde est là, il s'assoit. Et là, il prend le micro, il dit l'audience est reprise. À suivre. C'est un voyage beau et terrifiant, vraiment. Sur Arte Radio.